Merci d'être là. Et on est là pour parler de e-tourisme, tourisme digital. Donc la chose la plus importante à rappeler, c'est que c'est le premier secteur du e-commerce en France et en Europe. Et moi, j'avais envie de parler aujourd'hui, non pas des mastodontes, de Booking, Airbnb et tout ça, même s'ils font toujours partie du jeu, mais des nouveaux entrants, nouvelles entrantes même, parce qu'on est face à 4 entrepreneurs, il en manque une qui va nous rejoindre, j'espère. Donc des nouvelles entrantes qui ont choisi de prendre le marché de façon un peu différente, en s'attaquant à des niches de voyageurs et en cherchant à réinventer leur expérience avec des propositions nouvelles et des stratégies spécialement adaptées à leur cible. C'est ce que j'ai trouvé spécialement intéressant sur les 4 parcours et les 4 entreprises qui sont là aujourd'hui. Donc on a Gabriel Rouault de La Vigne qui a créé les visites particulières. Donc ce sont des visites guidées privées et haut de gamme. On a Maïna Market qui a créé Skipper, qui est un site qui vous permet de trouver le skipper pour votre prochaine croisière en voilier. Et Capucine Grabi qui a créé mymoonspot.com, qui est un site qui référence des adresses rares et confidentielles. Je commence par un tour de table pour que chacune nous raconte la genèse de son entreprise et comment elle a souhaité réinventer l'expérience voyageur. Bonjour, donc je m'appelle Gabrielle Rouault de La Vigne, j'ai monté les visites particulières il y a un peu plus de 3 ans avec un associé. Je venais du monde de l'art, je travaillais au Louvre, j'ai travaillé dans plusieurs institutions publiques et mon associé venait lui aussi du monde de l'art, mais du marché de l'art. On s'est rencontrés et on a décidé d'ouvrir les portes des lieux d'art à un public non initié, non habitué de ces lieux. Et donc, on ne vient pas du tout du milieu du tourisme. Et c'est ce qui fait qu'on a une approche, je pense, très différente. C'est ce que nos clients, qui sont surtout des agences de voyage, apprécient aujourd'hui. Donc voilà, la genèse, c'était vraiment l'idée, c'était vraiment de montrer l'art à des gens non habitués. Et petit à petit, en fonction de la demande, comme on fait beaucoup de réponses à des demandes sur mesure, on a commencé à faire des expériences un peu différentes, et plus seulement à Paris, mais partout en France. Donc maintenant, on offre des visites guidées, on fait beaucoup de no-tourisme, et on continue à faire beaucoup de choses, bien sûr, autour de l'art. Donc, bonjour à tous, Maïna Market. Moi, j'ai créé donc Skipper, un site qui démocratise des voyages en voilier. On a eu à peu près la même approche, c'est-à-dire une volonté d'ouvrir l'accès à la voile. Donc la jeunesse du projet, c'est moi je suis une grande passionnée de voile. Je navigue depuis que je suis toute petite, j'étais monitrice de voile au Glénan. Et à l'inverse, mon associée cofondatrice était un peu une débutante et elle me disait mais c'est hyper compliqué de trouver l'offre sûre, abordable, pour embarquer en toute confiance. Et moi je disais mais non, c'est simple. Et donc de la même manière, on n'avait pas forcément un background dans le tourisme, mais par contre une vraie envie d'ouvrir ce marché. Donc c'est ce qu'on fait avec skipper.com, qui est en fait le premier site qui permet de choisir pas seulement son bateau, mais aussi un skipper professionnel qu'on va nous présélectionner pour partir simplement et en toute confiance. Et ce qui est bien, c'est que ça marche, ça s'ouvre, puisqu'on a 25% de nos clients qui en fait n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau avant de partir avec nous. Voilà. Merci. Alors moi, donc, je suis Capucine Grabi. Donc j'ai créé mymoonspot il y a un peu plus d'1 an. Je suis journaliste et je suis toujours journaliste depuis 15 ans. Et j'ai travaillé dans différentes rédactions. Et c'est vrai qu'à titre professionnel, j'ai été amenée à beaucoup faire du grand reportage à travers le monde. Et je suis petit à petit devenue une accro des bonnes adresses un peu confidentielles, sympathiques, secrètes, cachées. Et j'ai commencé à voyager de cette manière-là à titre personnel. Et à un moment, c'est venu un peu logiquement de créer mymoonspot, qui au début était un petit blog et puis qui petit à petit a évolué et est devenu un site un peu plus professionnel qui du coup est maintenant une sorte de conciergerie de luxe pour un club de membres passionnés qui aiment voyager un peu différemment, hors des sentiers battus, dans des adresses qui n'excluent pas par le biais du montant financier du prix de la chambre, mais plutôt par l'expérience qu'on peut y trouver sur place, ou par l'expérience qu'on peut vivre sur place. Par exemple, rencontrer le peuple Sakalava à Madagascar, ou dîner avec une geisha à Kyoto. Voilà, donc j'offre à chaque fois un hôtel et ensuite une expérience de voyage exceptionnelle qu'on peut vivre à partir de ce lieu. Voilà.
Merci. Ce qu'on voit dans ces 3 projets qui sont représentés, c'est qu'il y a toujours une dimension haut de gamme, voire luxe, et surtout la dimension expérientielle. Et c'est ça qui est très important. Comment on fait pour trouver la bonne personne qui veut vivre cette expérience? Parce que tout le monde n'a pas envie d'aller visiter une exposition et une galerie privée. Tout le monde n'a pas envie de faire des croisières. Comment on fait pour s'adresser à cette niche d'audience? C'est un peu ce que je voulais vous demander. Justement, la plupart, vous essayez par le digital d'y aller. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre stratégie pour aller toucher ces personnes-là? Je commence par toi, Capucine, parce que tu as une stratégie de contenu qui est très évidente. Donc, Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que je crois que le marché du tourisme est un des secteurs qui a le plus explosé en raison de la démocratisation des loisirs et de la mondialisation des échanges ces dernières années. Et qu'effectivement, on arrive à ce que j'appelle l'infobésité en matière de tourisme, c'est-à-dire qu'il y a une information complètement dingue et que les gens qui veulent partir aujourd'hui, je ne sais pas si c'est exactement pareil sur les bateaux et les expériences, mais on est perdu parce que l'offre est vraiment pléthorique. Donc il faut essayer de sortir par un biais. Nous, on a choisi de sortir par le haut et en proposant une offre plus fine, plus juste, plus sincère, plus transparente. Donc le premier point, c'est la transparence et le fait que je teste toutes les adresses. Donc je ne vais pas sélectionner comme les grands dont tu as parlé avant, n'importe quelle adresse juste pour récupérer des commissions au passage. Et le deuxième point, c'est effectivement un parti pris éditorial très fort où les articles sont très poussés et je dirais un peu comme un road trip à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que je parle d'un endroit, mais je me permets d'aller un peu plus loin, d'aller voir des villages attenants, ou si on parle d'un restaurant, je vais faire 70 km pour aller voir le restaurant. Et à partir du restaurant, on me dit « Ah bah oui, mais il y a une fabrique d'huile d'olive, alors non, je vais voir la fabrique d'huile d'olive. » Donc en fait, je ne me cantonne pas juste à un hôtel, comme certains journalistes français peuvent le faire dans des voyages de presse où on ne peut pas forcément sortir du carcan. Et à partir de là, le papier est riche et c'est ce que les gens aiment chez moi en fait. C'est la sincérité et la générosité de ce qu'ils peuvent trouver dans les papiers. Voilà. Maïna, oui, je veux te passer la parole parce que justement pour Skipper, pour essayer de recruter tes clients, tu as décidé d'avoir une stratégie de contenu et on voudrait bien savoir comment tu fais et si c'est coûteux après tout comme stratégie. Merci beaucoup. Simplement pour répondre à la question que tu posais juste avant, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de gens qui rêvent de partir en bateau. C'est pas finalement si petit que ça. Il y a la Fédération des industries nautiques qui a fait une étude fin 2014 qui dit que 10 millions de Français rêvent de partir sur un bateau pendant ses vacances, mais au contraire ne trouvent pas sur le marché une offre qui correspond aux besoins des novices. Et donc en fait, notre constat de démarrage, c'est il y a effectivement plein d'offres, mais des offres qui sont adaptées à des gens qui savent naviguer. Et les loueurs de bateaux professionnels ou les plateformes de bateaux de particuliers s'adressent à 90% et vendent à 90% à ces gens qui savent skipper. Donc c'est en ça que notre offre se démarque et que finalement il y a une vraie cible client adressée puisqu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de naviguer. Par rapport à la deuxième question, donc pour les adresser, on a effectivement une vraie stratégie de contenu qui est de co-créer avec nos skippers et nos voyageurs le premier guide de voyage en mer pour expliquer aux gens et pour leur montrer à quel point c'est super de redécouvrir le monde par la mer. Donc concrètement, nos skippers, aujourd'hui c'est à peu près 70 skippers un peu partout en France, à l'étranger, nous donnent des données brutes sur les plus belles escales, des superbes photos, et nous on va éditorialiser ce contenu pour en faire des super articles sur les plus belles escales en Corse, en Grèce ou en Croatie. Et ce qui est super, c'est que ça va nous ramener un trafic naturel fort et qu'on appelle gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos ventes se font via ce biais, sans acquisition payante via Google, ce qui est quand même assez important quand on démarre et qu'on est une start-up. Et pour compléter, en fait, on travaille également avec nos voyageurs, et pas seulement nos skippers, pour les impliquer dans cette démarche de contenu. Et donc ça va passer notamment avec les réseaux sociaux. Donc on a fait, sur notre première année en 2014, un concours photo avec les gens qui étaient partis avec nous, mais même avec tous les gens qui nous suivent sur Facebook, pour participer sur des photos de paysages en mer. Ça a super bien marché. On a exposé les meilleurs sur notre stand au Salon Nautique. Et du coup, on recommence en fait cette année, cette fois-ci avec un concours vidéo. On sait à quel point la vidéo c'est aussi important pour être visible sur Internet, pour illustrer le plaisir d'être en mer. Donc à la fois un double objectif, ramener du contenu, ramener du trafic sans payer de la publicité, et en même temps faire rêver les gens qui vont découvrir à quel point ça vaut le coup de partir en mer. Voilà.
Du coup, la communauté qui émane de ces réseaux sociaux, elle est très importante. Vous devez la fidéliser. J'imagine que Capucine, pour toi, c'est pareil. Tu as à peu près 1500 abonnés à ta newsletter et ces abonnés-là deviennent des clients qui vont commander un voyage. Comment vous faites, et je pense que ça passe aussi par du offline, paradoxalement, pour fidéliser et pour donner une âme à cette communauté? Capucine, tu peux peut-être nous en parler? Alors, pour répondre à la première partie de ta question, je veille vraiment à ce que... quand on est une start-up, on a envie de grossir, évidemment, mais je crois que je ne suis pas exactement dans la même logique que mes deux amis sur ce canapé, dans le sens où, comme j'ai vraiment sélectionné mes 50-60 adresses, je ne voudrais pas qu'il y ait 50 millions de personnes qui arrivent dans ces adresses parce que ça va faire exploser mon modèle. Donc, elles sont confidentielles. Bonjour, bienvenue. Elles sont confidentielles et j'ai eu du mal à les chercher. J'ai un lien presque affectif avec les hôteliers pour lesquels j'ai mis les hôtels en ligne. Donc je veux vraiment que les membres et que les gens que j'envoie dans ces hôtels soient des gens qui partagent la même vision du tourisme que moi. Donc voilà, j'ai effectivement 1250 personnes abonnées à ma newsletter et membres actifs qui cherchent en permanence à être inspirés sur des nouveaux lieux, des nouvelles adresses incongrues, surprenantes, etc. Mais je ne vais pas aller trop vite. Donc je la fais grossir, mais doucement, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Et en fait, j'ai pas du tout envie d'être comme My Little Paris, qui a justement été trop vite et qui aujourd'hui a un peu galvaudé les adresses qu'elle met en ligne. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre rester très niche et exploser en vol. Merci. Bonjour Maïna. Donc il n'y a pas de problème. Maïna Market qui a créé Pop in the City et qui doit être bien occupée parce que c'est un vrai succès. Oh pardon, Clémentine Charles, excusez-moi. Clémentine, bienvenue. Du coup, on était en train de parler de communauté, de réseaux sociaux et là-dessus, ton témoignage est hyper important. Comment on fidélise une communauté et des clientes qu'on a recrutées en ligne. Donc tu vas peut-être pouvoir présenter Pop in the City et nous parler de ta stratégie sur les réseaux sociaux. Alors déjà, je suis absolument désolée pour le retard. Je me suis trompée d'1 heure, quoi. Je suis confuse. Donc, excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, moi, j'ai créé Pop in the City. Pop in the City, c'est un raid urbain pour femmes qui se déroule à chaque fois dans une ville européenne différente. Pour faire simple, un raid urbain, c'est comme un mini Pékin Express. Ça dure une journée. Il y a 500 femmes qui se retrouvent dans une ville et elles ont droit à tous les moyens de transport qu'elles veulent, y compris le stop, pour rejoindre tout un nombre de challenges. Il y a des challenges artistiques, sportifs, extrêmes, culturels et solidaires. Tous les challenges visent à faire découvrir une facette de la ville. Il y a 25 challenges. Les meilleurs en font une vingtaine, les meilleurs en termes de sportivité. Il y a des filles aussi qui prennent la course vraiment à la cool. Il n'y a pas de parcours prédéfini, donc elles vont un peu dans l'ordre qu'elles veulent et elles n'ont jamais le sentiment de se mesurer aux autres ou qu'il y a une performance sportive qui est l'enjeu principal. C'est une des raisons pour laquelle on a fait une course uniquement féminine. Ça permet, de ne pas avoir cette notion de sport qui prime, et de rassembler des femmes autour de valeurs, et les femmes qui sont en général en quête de sens dans leur vie et aussi dans leur voyage. Alors la communauté, comme tu disais, en fait, est effectivement très importante. Nous, on a maintenant 3000 femmes, donc ça paraît pas beaucoup, mais on a 3000 femmes dans notre communauté de filles qui ont participé à la course, et on a un peu plus de 30 000 personnes qui suivent l'événement, que ce soit en newsletter ou sur Facebook, et on a un véritable enjeu d'animation de communauté sans arrêt. Déjà, donc, notre course a lieu chaque fois dans une ville différente. La prochaine, c'est Nantes. Celle d'après, c'est Bruxelles. L'idée, c'est déjà de donner envie aux gens de voir la ville autrement. Et c'est une des raisons pour lesquelles les villes font venir Pop in the City. Donc, ça permet de donner, notamment une ville comme Bruxelles, de donner un côté frais et moderne à son tourisme. Et donc, nous, on a cette responsabilité-là sur notre réseau de transmettre ces valeurs-là et de faire en sorte qu'il y ait des échanges avec les filles sur les différentes destinations qu'on propose. Voilà. Mais ça peut bien sûr pas se cantonner aux villes dans lesquelles elles vont, parce que le but, c'est qu'on amène aussi pas mal des touristes. Et donc, c'est aussi de donner des bons plans dans les villes d'où vient notre communauté, c'est-à-dire Paris, Marseille, Lyon, on a plein de Lilloises, etc. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment mélanger ces communautés et de rassembler autour de valeurs, en fait, en dehors des événements.
Merci. Donc, on l'a compris, ces 4 projets, ces 4 business sont vraiment centrés sur l'humain, sur la volonté de partager des valeurs, sur une certaine sincérité. Mais dans tout ça, voilà, vous recrutez une communauté. Quel est le business model? Et est-ce que le premier business model, qui est quand même que vous adressez le grand public, même si c'est des niches de voyageurs, c'est quand même grand public, par quel biais vous êtes passé? Il y en a pas mal d'entre vous qui sont passés par le B2B, notamment pour faire du chiffre un peu plus rapidement. Donc j'aimerais bien qu'on parle voilà, de ce business model, sur quoi il repose chez vous et quels sont les business models annexes que vous avez développés. On peut peut-être commencer par Maïna. Alors, nous, donc, notre business model repose une commission sur chaque vente de package, en fait, bateau plus skipper, sur la totalité, en fait, de ce coût de voyage. Une commission qui est, en fait, prise en charge directement par nos skippers aujourd'hui. C'est complètement transparent pour les clients. S'ils trouvaient directement le bon skipper professionnel pour embarquer, ben, il paierait le même prix que s'il partait par skipper. C'est important pour nous. Donc, dès le début, on a voulu être grand public pour parler directement aux utilisateurs. Et en fait, c'est aujourd'hui 80% de nos ventes. Parce que aussi, dès le début, il y a une agence de voyage, Nomade Aventure, qui est une grosse agence connue dans le trekking, et qui nous a contactés pour développer une gamme ensemble. Donc on a monté une gamme voile et rando, parce qu'ils sont extrêmement conscients de nouvelles tendances dans le tourisme, de la recherche de nouvelles destinations plus sûres, d'un besoin de déconnexion. Et en fait, la voile répond complètement à ces tendances. Et en fait, donc un peu par hasard, hein, on s'est développé sur un double modèle, grand public avant tout, mais également un petit peu B2B2C. Et c'est aussi important pour générer rapidement des revenus. Qui veut? Alors moi, on a un business model très différent. On travaille en B2B2C. Donc la plupart de notre clientèle nous est apportée par des agences de voyage de luxe qui sont nos clients. Donc on est prestataire pour eux. On travaille beaucoup en marque blanche. On est en fait très discret et on a un site internet qui est une simple vitrine sur lequel il y a très très peu de choses. Ça donne une petite idée des petites choses qu'on peut faire. Mais on travaille beaucoup donc avec ces agences de voyage de luxe et on fait du sur-mesure pour leurs clients. Parce que on a des offres en fait assez chères, parce qu'on fait des choses très personnalisées. Donc on propose des guides privés directement pour nos clients. On arrive tout de suite à des coûts énormes, donc des prix importants. Et donc on s'adresse à une clientèle haut de gamme qui est surtout étrangère. C'est surtout la clientèle étrangère qui a les moyens de s'offrir nos services. C'est aussi simple que ça. Vous êtes quand même un maillon de la chaîne et votre valeur ajoutée, c'est votre influence. On peut dire ça quand même. C'est votre influence et le réseau que vous avez de guides et de portes ouvertes, de portes que vous êtes capable d'ouvrir dans des musées, dans des collections. Et vos idées. D'accord. Et la création des packs et des visites sur mesure. Maïna, sur le business model, est-ce que tu peux nous en parler? Pardon, Clémentine. Oui, nous, on a un business model qui est assez différent de vous, les filles. On est vraiment plus sur un business model qui ressemble à celui d'un événement sportif, type événement ASO, etc., où on a une partie de sponsoring, une partie de tickets d'entrée de la part des villes qui accueillent l'événement, les participantes. Et effectivement, pour croître plus vite, on a développé une gamme, et surtout pour ne pas frustrer les hommes qui ne peuvent pas participer à Pop in the City, on a créé des pop-in pour les entreprises. Donc maintenant, dans toutes les villes, on a organisé des Pop in the City. On est capable d'organiser des Pop in the City pour les entreprises qui sont plus courts, qui sont plus faciles, parce que sinon le niveau est trop élevé, n'est-ce pas? Et en plus de ça, on en organise dans d'autres villes, à Dubaï, etc., pour les boîtes. Et ça a vraiment été un levier de croissance. Et maintenant, on estime que d'ici 4 ans, ça sera la moitié de notre CA, alors qu'on va avoir un gros levier de croissance au niveau des sponsors, qu'il a avec la médiatisation de l'événement, des plans médias plus soutenus, etc. Nous, c'est vraiment une phase, un moyen d'attraction très fort des marques. Je lui pose une petite question au passage. Il y a combien de personnes qui font ces raids urbains? 500, ouais. 500 à chaque fois. Ok. C'est énorme. En fait, les gens s'inscrivent, c'est des groupes de copines qui s'inscrivent. Mais c'est que pour les femmes. Pourquoi? T'as pas écouté?
C'est que pour les femmes, parce qu'en fait, déjà, il y a une symbolique très forte quand on dit que c'est que pour les femmes, ça énerve un peu. Et puis aussi, le fait de faire un événement que pour les femmes, finalement, on a, au lieu de réduire aux sportives qui se seraient inscrites si c'était un événement mixte, le fait d'avoir un événement féminin uniquement, ça a élargi à toutes les femmes. On a des femmes entre 19 et 70 ans. On a des femmes sportives, des femmes handicapées, des triathlètes, des femmes qui n'ont jamais fait de sport, des filles qui viennent d'avoir un enfant, qui sont encore en exercice de périnée. Enfin, on a tout, quoi. On a vraiment des filles complètement différentes qui s'inscrivent parce que chacune peut le faire à son rythme. Il faut juste avoir la bonne binôme pour ne pas se taper dessus et être d'accord qu'on est sur la même longueur d'onde. Et du coup, en fait, on pensait que ça allait être un petit peu effectivement vu comme sexiste de n'ouvrir qu'aux femmes, mais de n'ouvrir qu'aux femmes, en fait, ça a ouvert à plein de femmes. Essayer de noyer le poisson. Alors moi, mon business model, j'ai essayé de, enfin, je me suis positionnée complètement comme un anti-booking, c'est-à-dire que j'ai évacué tout le concept des commissions prélevées donc sur les chambres réservées sur tous les sites comme Expedia, Hotels.com, Booking, etc. J'ai constaté qu'en fait tous les hôteliers étaient de plus en plus étranglés par cette commission, renaclaient justement à la payer, et donc je suis partie du principe que les hôteliers sont mes amis, donc je les sélectionne, ils sont heureux, ils sont dans la collection My New Spot, ils ont droit à leur petite plaque à l'entrée de l'hôtel, ils payent un fee annuel qui est compris entre 300 et 1000 euros pour être dans la sélection. Mais à partir de là, il n'y a aucune commission qui est prélevée sur tous les membres que je leur envoie tous les ans. Donc c'est gagnant pour l'hôtelier, c'est gagnant pour le client, le consommateur final qui va venir et qui lui aussi sait qu'il va payer le juste prix. Et puis le deuxième volet, c'est évidemment la publicité. Donc j'ai beaucoup de marques plutôt de luxe, notamment Chanel, Hermès, qui m'accompagnent et qui font de la publicité, soit via des bannières, soit de plus en plus, c'est du brand content avec des expériences clients, avec par exemple une marque de cognac, de champagne. Et donc là, je raconte une expérience aux couleurs de la marque. Voilà. Merci. Je voulais parler un petit peu des difficultés et des gros challenges de votre business à chacune. Chacune a ses propres difficultés et les obstacles. Est-ce que Gabi et Maïna, vous pouvez nous en parler ? Nous, un de nos principaux challenges, c'est de faire croître de manière cohérente et simultanée notre base de clients et notre base de skippers. Parce que si on n'a pas assez de clients, et ben nos skippers, on n'est pas assez clés pour eux. Donc c'est vraiment ça, c'est avoir assez de clients pour chacun de nos skippers pour devenir indispensable. Et à l'inverse, avoir assez de skippers pour avoir une offre large et avoir des bons taux de conversion. Voilà, donc on essaie de faire ça de manière intelligente. Pour l'instant, ça fonctionne bien parce qu'on a des très beaux taux de conversion clients, mais ça va rester un challenge inhérent en fait à notre business model, on va dire qu'on peut qualifier de marketplace quelque part. Nous, notre difficulté principale, c'est nos événements ne sont pas scalables. Donc chaque fois qu'on crée un événement, c'est un événement complètement nouveau. Donc c'est le même temps d'organisation, bon, même si on a certains automatismes bien sûr au fur et à mesure, mais il n'y a pas en fait de plus on va faire d'événements, plus on va avoir besoin de temps finalement pour en organiser. Donc ça c'est la difficulté principale de Pop-In, et c'est pour ça que d'organiser des Pop-In de City à destination des entreprises, ça nous permet de réutiliser le travail qu'on a déjà fait. Et ça permet pour le coup nous aussi de lisser l'activité sur les autres mois de l'année. Nous, on a la chance de percevoir les inscriptions de nos participantes quelques mois avant l'événement. Et du coup, comme les événements sont complets très vite, d'avoir de l'argent toute l'année sans avoir de problème de trésorerie, ce qui n'est pas le cas quand on travaille en B2B, où là, on peut attendre très longtemps son argent. Donc voilà, c'est bien d'avoir les deux activités. Et finalement, nous, ça nous permet d'avoir un bon fonds de roulement. Et notre challenge, c'est l'internationalisation. Je suis complètement d'accord avec ce que disait Maïna. En fait, on a vraiment fait une offre française, créée par des Françaises, même si on a un esprit très européen ou très international.
Notre offre, d'abord, elle est pensée en français. Donc là, on est en train de nous tout revoir pour avoir beaucoup plus d'automatisme en anglais, ce qu'on avait au début. Et en fait, peut-être par flemme, on a un peu délaissé ça puisqu'on avait un vivier suffisamment grand avec les femmes françaises. Voilà, l'idée maintenant, c'est d'aller plus prospecter à l'international. Donc ça, mais c'est surtout au niveau de l'Europe. Et en même temps, on a donc le challenge international. Là, on lève en ce moment des fonds pour s'internationaliser, recruter des équipes à l'étranger. Et pourquoi on lève des fonds aussi pour commercialiser plus agressivement les Pop in the City aux entreprises. Voilà. Moi, ce sera un peu plus court parce que j'ai pas beaucoup d'écueils. En fait, c'est que du bonheur. Et je me nourris de mon activité de journaliste pour visiter des nouveaux endroits tout le temps. Le seul souci, et on en parlait juste avant, c'est que quand on cherche la perle rare en matière d'hébergement en permanence, c'est compliqué. Donc ça peut tourner à l'obsession. Je peux être mal pendant 2 mois si je sais que je vais au Japon et que je trouve pas le bon ryokan dans la banlieue de Kyoto. Enfin, ça peut me rendre dingue. Donc c'est obsessionnel. Et puis après, c'est penser tout le temps à un bel hôtel, à un beau lieu. Donc on ne peut plus voyager tranquillement dans des lieux simples après. Voilà. Merci. Moi, je voulais simplement compléter par rapport au cycle de vente. Pardon, pas le cycle de vente, la saisonnalité. Effectivement, c'est quelque chose qui nous faisait pas mal peur au début. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on a des destinations étrangères comme les Antilles, donc les gens forcément partent même en hiver. Donc, on a naturellement moins une saisonnalité compressée. Et ce qu'on constate, en tout cas sur le voyage, c'est qu'on a des cycles de vente qui sont extrêmement différents d'un client à un autre. On a des clients aujourd'hui qui ont réservé pour janvier 2016 et des clients aujourd'hui qui nous appellent pour le week-end prochain. Et comme à chaque fois, comme toi, on prend l'argent au moment de la réservation, ça lisse bien sûr cette saisonnalité. Et enfin, pour compléter, en fait, on a lancé une offre de box. Donc, c'est le large à offrir à ses proches, donc sur une journée ou un week-end. Ce qui est intéressant, c'est que typiquement, ce genre d'offre, donc déjà se vend bien, très bien, et surtout se vend pas sur les mêmes périodes. Et donc, ça va être vendu à Noël ou à la fête des mères, à la fête des pères. Donc, c'est aussi ce genre de choses qu'on cherche à développer pour lisser notre saisonnalité. Merci. Alors, j'avais une dernière question avant de laisser la salle poser des questions. Du coup, elle m'est sortie de la tête. Ça va revenir. Oui, comment vous vous voyez toutes dans 5 ans? Parce que voilà, vous avez ciblé des niches, vous racontez une histoire, donc vous êtes encore toutes plus ou moins jeunes. Est-ce que le rêve, c'est de devenir un très grand ou de voir s'allier à un très grand et de se faire racheter par un très grand, ou de devenir dans 5 ans toujours une petite entreprise, PME qui fonctionne bien? Comment vous imaginez la suite à un peu plus longue échelle? C'est une question piège. C'est pas parce qu'on ne l'avait pas préparé, mais c'est marrant parce que je me pose pas vraiment la question en fait. Je pense que ça doit être... on doit vivre beaucoup plus sereinement si on fait partie d'un plus gros groupe, et il y a effectivement pas mal de groupes avec lesquels je me verrais travailler. Donc peut-être que ça peut être une option, mais je ne me vois pas du tout avec 25 salariés et 3000 adresses sur le site. Ce n'est pas l'objectif. Peut-être de faire encore plus du haut de gamme et d'avoir un peu plus les mains libres et d'être un peu plus sereine au quotidien, oui, en étant racheté par un groupe qui fait du sur-mesure aussi. Alors nous, on a envie de croître. En fait, l'idée de notre ambition à 3 ans, c'est vraiment de devenir un acteur leader de la croisière avec Skipper en France et à l'international, comme je disais tout à l'heure. Et ensuite, de développer ce business model de relations experts voyageurs sur d'autres verticales, toujours lié à la mer, donc la plongée, le kitesurf, le kayak, ce genre de choses. Voilà, on y croit. Il y a une énorme cohérence en termes de cible. Nos clients, s'ils n'ont pas fait de bateau, de voilier, ils ont souvent fait l'une des activités que je viens de citer. Voilà, donc c'est ça notre envie en termes de business. Ensuite, on aime ce qu'on fait, donc si on continue à le faire nous-mêmes, ça nous va très bien. Si on se fait racheter parce qu'il y a une opportunité, ça on verra. Pour le coup, c'est un peu tôt pour se décider. Moi, ça rejoint plutôt Capucine. On a envie de continuer à faire de la dentelle, donc ça veut dire ne pas trop croître,
rester avec un petit effectif. On est 3 dans la société, et on pourrait devenir 5 ou 6, mais pas beaucoup plus. Et on trouve ça important pour faire ce qu'on fait. Quand on propose des services sur mesure, et il faut avoir une cohérence dans notre offre, et on ne peut pas l'avoir si on est trop nombreux. On va devenir sinon un tour opérateur, c'est un autre métier. Donc on a envie de rester pas trop gros, et on n'a pas prévu de se faire racheter. Alors nous, la réponse dépend toujours s'il y a des investisseurs ou non dans la salle. Est-ce qu'il y a des investisseurs dans la salle? Monsieur qui touche la chemise. Non, on dit qu'on a de l'ambition. C'est vrai, on aimerait vraiment arriver à établir Pop in the City sur tous les continents et surtout dans les valeurs de Pop in the City, d'échanges, de rencontres entre des personnes qui normalement ne se rencontreraient pas, de permettre de vraiment avoir une nouvelle, un nouveau style de tourisme participatif, de tourisme expérientiel qui permet de mélanger des gens, de donner des expériences, de faire se rencontrer des femmes qui sont complètement différentes et donc d'en faire un événement de référence en termes de voyage, d'aventure urbaine. Oui, nous, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Si on y arrivera, je ne sais pas. Mais en tout cas, se faire racheter ou en tout cas s'associer à un groupe de tourisme, c'est tout à fait envisageable. D'ailleurs, dans notre processus de levée de fonds actuel, c'est une des possibilités. Après, la communauté que rassemble Pop in the City, c'est une communauté de femmes qui est très très recherchée en ce moment par les marques ou même par des gros acteurs comme ASO, etc. Donc Amaury Sport, et qui sont des groupements qui cherchent à avoir dans leur giron des événements comme Pop in the City parce que ça leur permet de capter tout un volet toute une communauté qui est extrêmement intéressante à vendre à des villes, etc. Donc nous, on n'est pas du tout fermés à ça. En plus, pour tout dire, on est un peu crevés. Hein. Ça fait 3 ans qu'on a créé Pop in the City, donc parfois on s'essouffle. Mais c'est vrai qu'on aime bien l'idée de se dire que peut-être qu'un jour on aura plus de moyens en étant simplement adossé à un plus grand groupe. Donc c'est pas du tout une chose à laquelle on ferme la porte. Voilà. Donc on sent que ça bosse pas mal. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai qu'un micro, c'est pas pratique du tout, mais je peux le faire passer. Je commence là. Bonjour, j'ai une question pour Maïna. En fait, parce que toi. Parce qu'en fait, je crée aussi une marketplace et c'est au niveau donc de l'offre et la demande. Comment tu arrives justement à équilibrer ça? Est-ce que quand d'un côté, par exemple, tu as d'un coup beaucoup plus de clients, tu dis vite, il faut qu'on aille chercher plus de skippers, ou comment tu es toujours en fait à la recherche des deux côtés? Alors, disons que pour se lancer, ce qu'on a voulu, c'est avoir une offre cohérente et donc avoir déjà une bonne base de skippers. Je crois qu'on a lancé avec 30-40 skippers sur le site en France, à l'étranger, pour couvrir les bons spots de voile. Et ensuite, après, on a priorisé par rapport aux demandes clients. Vraiment, on a une demande qu'on n'arrive pas à sourcer. Dans ce cas, on va chercher le bon skipper. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on fait. Et ensuite, on analyse nos demandes et nos ventes et nos taux de conversion par région. Et là où les taux de conversion sont bons, et on se dit, ok, même si j'ai une vraie affection pour la Bretagne, je vais arrêter de sourcer en Bretagne. Mais par contre, dans telle région, en Croatie, on a peut-être besoin d'une offre plus complète parce que c'est extrêmement demandé avec différents types de bateaux, de skippers. Voilà, donc c'est vraiment l'apport d'entrée du client et puis ensuite analyse de la donnée de ses clients. Par rapport à ce qu'ils recherchent, on a vraiment essayé de simplifier le fait qu'ils nous posent des questions. Donc on a vraiment un accès très simple. Dites-nous vos rêves de croisière. On a aussi ajouté un module de chat pour que les gens vraiment interagissent très simplement avec nous. Et donc du coup, on traque vraiment toutes les demandes, la destination par ces demandes. Et voilà. Merci. Moi, j'ai une question pour Capucine. Alors, vous parliez de votre modèle économique basé en grande partie sur la publicité, si j'ai bien compris. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous avez bâti votre audience.
En fait, il faut savoir qu'il y a des marques aujourd'hui qui ne cherchent pas que le quantitatif, mais aussi le qualitatif. Donc, si vous leur offrez une audience qui est un peu plus faible, mais qui ne contient que des journalistes, producteurs, chefs d'entreprise, etc., ils sont à la recherche de cette cible-là. Donc mon audience, elle est complètement de niche, mais elle séduit des grandes marques. C'est plutôt encourageant. Elle est venue comment Très sincèrement, il y a beaucoup de bouche à oreille, j'imagine. Oui, les réseaux sociaux, mais enfin, je suis pas ultra présente. Je fais une chronique toutes les semaines à la télé, quand même, sur BFM. Mais je pense que je suis, par rapport à vous trois, je suis beaucoup moins branchée. J'ai une newsletter, donc ça, je sais pas. Je vois qu'il y a des gens qui s'inscrivent et c'est toujours des gens qui semblent voyager comme moi et qui sont imprégnés des mêmes valeurs, mais je pense que ça se transmet par bouche à oreille. Et même, mon SEO est très mauvais, donc ils arrivent chez moi, mais je ne sais pas vraiment comment. Voilà. Très mauvaise réponse, non? Je pense aussi que Capucine, en tant qu'auteur, journaliste de longue carrière, a un réseau qui est très qualifié. Et du coup, elle a une influence, elle est prescriptrice sur les domaines du voyage. Et donc, c'est pas comme quand on dit « Ah, machin a lancé un site de voyage », c'est Capucine Grabi. Si elle lance un truc, les gens qui la connaissent, ils vont voir. Et du coup, c'est un réseau très qualifié, je pense. Mais heureusement que tu es là. Voilà. Il y a une autre question ? Plutôt un complément à cette question-là, parce que je voudrais savoir vos rapports avec les marques. Est-ce que c'est les marques qui vous ont trouvé ou c'est vous qui avez fait des démarches auprès des marques? Et après, j'ai une question pour Gabriel aussi. Oui, ma question pour Gabriel, c'était pourquoi vous avez choisi de travailler directement avec les agences? Donc, pourquoi ne pas aller recruter directement votre client final? Voilà. Alors, Capucine avec les marques. Il y a un peu des deux. Je vais en voir beaucoup et je me prends beaucoup de noms. Il y a beaucoup de marques qui ne veulent pas. Il y a même des marques qui sont dédiées à l'univers des planètes, de la Lune, etc. Donc je trouve que ça colle très bien avec mon logo et qui veulent rien entendre. Et puis il y en a quelques-unes qui font ce pari un peu audacieux d'aller sur une brèche dans le digital. Donc il y en a quelques-unes qui m'ont contacté, une majorité d'entre elles, c'est moi qui vais les voir. Et pour les hôtels, c'est pareil, c'est plutôt moi qui les démarche, mais il y en a quelques-uns qui me demandent à être référencés. Donc à ce moment-là, je vais les voir et je vérifie que ça colle bien et ils sont référencés. Alors nous, on a choisi de travailler avec des agences directement parce qu'en fait, on gagne un temps fou comme ça. Les agences avec lesquelles on travaille parfois margent plus que nous encore sur nos services, mais elles passent un temps fou elles-mêmes à aller chercher les clients. Et nous, en fait, on a des clients qui sont des agences. On travaille vraiment très, très, très régulièrement avec seulement 10 agences. Et les clients tombent tout seuls. Donc on continue comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous remercie beaucoup à toutes les quatre d'abord parce que c'est hyper intéressant et hyper stimulant et moi j'ai encore appris plein de choses alors que j'avais préparé. Merci à tous pour votre écoute et nos entrepreneurs sont là donc si vous voulez poser des questions plus précises ou s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, je pense qu'elles ont encore 10 minutes peut-être pour vous répondre en privé.